Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. On nous reproche souvent d'être des oiseaux de malheur, de toujours noircir le tableau, d'être dans la sinistrose pour tout ce qui concerne le régime algérien, de ne faire part que de ses aspects les plus sombres, de ne jamais faire allusion à la moindre de ses réalisations, de ce qui est à son crédit. Et je réponds invariablement que nous ne demanderions pas mieux que de pouvoir montrer l'Algérie sous son meilleur jour, de vanter ses avancées, le génie de ses dirigeants, leur vision, leur bonne gouvernance, leurs prodigieuses réalisations. Comme il serait bon de pouvoir relayer l'excellence du secteur de la santé, de l'irréprochable tenue de ses hôpitaux, de leurs performances, des soins de qualité qui y sont prodigués. Comme il serait gratifiant de pouvoir mettre en lumière le secteur de l'éducation, de l'excellence de ses programmes, de la bonne gestion de ses établissements scolaires, de la formation remarquable de ses enseignants. Comme il serait revivifiant de pouvoir parler du redressement du secteur de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, du transport et tous les autres secteurs. Comme il aurait été heureux de rapporter que le pays tout entier ne fonctionne qu'avec de l'énergie solaire, que les villes sont excellemment bien tenues, qu'elles sont propres, agrémentées de très beaux espaces verts, où la circulation est fluide, où les ordures sont ramassées régulièrement, où l'eau coule toujours dans les robinets et qu'elles ne sont pas inondées, ces villes, aux premières gouttes de pluie. Comme nous aurions eu plaisir à parler de la politique du plein emploi qui a réussi à éradiquer le chômage, comme il aurait été agréable de parler de ce SMIG plus qu'honorable qui permet aux plus basses catégories sociales de pouvoir vivre décemment. Oh oui! Quel plaisir aurions-nous eu si nous avions pu informer les opinions publiques internationales de la gestion de grande qualité des personnes en situation de handicap, des allocations honorables qui leur sont versées, qui leur permettent de vivre dignement, en plus de l'aménagement de l'espace public pour leur permettre d'évoluer dans la cité, sans contrainte et sans devoir se faire assister. Comme nous aurions voulu traiter de la douloureuse question des haragas, de tout ce qui a été entrepris pour y mettre fin, autrement que par le mur d'Oran. Comme nous aurions voulu signaler le retour de la justice dans le pays, et celui d'une justice qui n'obéit qu'à la loi et à la conscience de ses magistrats. Comme nous aurions voulu signaler que les élections se sont tenues en respect du choix des électeurs, qu'il n'y a pas eu de bourrage des urnes, qu'il n'y a pas eu fraude électorale, que le président n'a pas été imposé par les généraux, que les sénateurs et les députés n'achètent pas leurs charges aux enchères publiques, que la Constitution a été rédigée par les représentants du peuple et plébiscitée par un référendum sincère et transparent. Ah, comme on aurait voulu. Comme nous aurions été heureux de faire des émissions sur la dynamique vérité et justice qui nous a permis de tout savoir enfin sur ce qui s'est réellement passé pendant les années de sang, de savoir qui a tué qui a enlevé, qui a torturé.
comme nous aurions été honorés de pouvoir rapporter l'apaisement des familles de disparus forcés, qui ont pu savoir enfin ce que sont devenus les êtres chers qui leur ont été arrachés. Nous aurions voulu être dans cette confortable attitude et nous confiner à notre rôle de journaliste qui donne l'information et qui ne donne que l'information et qui ne se sentent pas obligés d'aller au charbon eux-mêmes, de militer contre une mafiocratie qui ravage le pays tout entier. Parce que c'est de cela qu'il est question, d'une mafiocratie qui ne sait rien faire d'autre que de corrompre, de réprimer et de subvertir, parce qu'elle n'a d'autre vocation que de piller les ressources du pays pour acheter la paix sociale et arroser les copains et les coquins. Une mafiocratie qui assassine la nation aussi sûrement que si elle y mettait le feu. Comment alors ne pas rapporter ces dommages et ces forfaits? Comment ne pas se sentir concerné? Comment ne pas s'engager tout entier, non pas seulement dans la dénonciation de cette mafia, mais plus encore dans une attitude de résistance et de militance contre elle, pour empêcher qu'elle n'assassine le pays, justement, pour empêcher qu'elle n'assassine jusqu'à son avenir et celui des générations futures. All right, again. تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما، دستور انتوما، حسبتونا ماشي فاهمين. التخريب انتوما، التزوير انتوما، بعتوا البلاد يا الخاينين. كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما، الصندوق انتوما، حسبتونا ماشي فاهمين. المرفوضة انتوما، ورا المضادة انتوما، بعتوا البلاد يا الخاينين. ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. غملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. الطلقوس راح خاوتنا، سجنتوهم انتوما، حشومة يا حكومة، ليهم ما رانا ساكتين. الطلقوس راح العدالة، الثقافة والصحافة، هادو مطالبنا الأولين. ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. غملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. الخيانة بدات من بكري، خدعتوا الشهداء والإعلام، شربتوا دم الجزائري.
بلا تكسرني فيولونس في المسيرة تلقاني شميكس بريم جو دينونس لي في قلبي تقية لساني نديروها جمهورية حرة ديمقراطية حرة وغير هادي اللي تكون جدار الفتنة ريبنا بيبان الحق تحلو واليوم الشعب توحد راهو يقولكم ارحلوا غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو Le système dégage. Le système dégage. Algérie, plus que désastreuse, une diplomatie hystérique. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Mourad Dehena du mouvement Rachad qui nous rejoindra dans un petit moment. Déjà avec nous, donc Brahim Younsi, ancien cadre du MDA et analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88, Idir Ounnouren, analyste politique tous les deux depuis Paris. Brahim Younsi, merci d'être des nôtres, comme chaque lundi par ailleurs. Absolument. Bonsoir Sijamal, bonsoir à mon ami Idir, bonsoir à Mourad Dehena qui est là ou qui va arriver. Qui va nous rejoindre. Bonsoir téléspectateurs. Merci encore une fois pour l'invitation qui devient traditionnelle et habituelle. Merci. Tout le plaisir est pour nous, Brahim Younsi, vous le savez très bien. Alors, Idir Ounnouren est avec nous. Idir, merci d'être des nôtres. De m'accueillir encore une fois. Je salue Brahim et votre invité et vous félicite pour votre look ce soir. Merci. Merci, Idir. Alors, voici une diplomatie algérienne qui est quasiment, comment dire, dans la dérive, une dérive réellement hystérique. Le mot est on ne peut plus indiquer d'une diplomatie qui est toujours dans la réaction, mais dans des réactions disproportionnées, ou alors dans l'absence quasi totale, comme c'est le cas au Sahel, comme c'est le cas en Libye, ou alors des sorties, interdire du jour au lendemain l'espace aérien aux aéronefs militaires français, ou alors rappeler l'ambassadeur algérien en France, puis le remettre à l'ambassade en catimini par la petite porte, sans qu'il y ait quoi que ce soit de changé. Tout récemment, hier, rappeler l'ambassadeur algérien à Madrid après un revirement, j'allais dire, fracassant de l'Espagne sur le sujet du Sahara, dont le gouvernement espagnol reconnaît désormais la marocanité de ce territoire, sans autres ambages,
qui est la réponse de l'État algérien. Rappelez l'ambassadeur comme dans l'accoutumée, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses dont nous allons parler et qui montrent bien, comme l'a dit tout à l'heure, Idir Nour au téléphone, qui dénote d'une vraie fébrilité, pour le moins qu'on puisse dire. Brahim Younsi, sur cette fébrilité, sur cette impulsivité, sur cette hystérie de la diplomatie algérienne, et à sa tête, au-dessus du ministre des Affaires étrangères, le président Tebboune lui-même. Vous savez certainement ce que signifie le mot diplomatie, d'où il vient. Je pense qu'il est important de savoir, en tout cas pour nous sommes tout oui, Brahim Younsi. En tout cas pour certains de nos téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas. Le mot diplomatie vient de diplôme. Et un diplôme qui est un acte écrit qui émane d'une autorité souveraine. Or, la diplomatie algérienne, il faut le dire, n'émane pas d'une autorité souveraine, y compris de l'armée, de l'état-major, qui n'est pas véritablement souverain. Parce qu'il y a des contraintes et des contraintes internationales. La diplomatie algérienne, si l'on peut parler de diplomatie algérienne, qui n'est pas véritablement liée à la politique étrangère, mais elle est liée à la politique intérieure. Et vous l'avez si bien démontré dans votre intervention, dans votre introduction. Vous avez parlé des problèmes intérieurs. Les problèmes intérieurs qui influencent, qui ne permettent pas d'avoir une politique étrangère souveraine. Parce que la diplomatie, ou la politique extérieure ou la politique étrangère, c'est le jeu des influences. Quelle marge d'influence a l'Algérie qui connaît tous les problèmes que vous avez exposés? Elle ne peut pas avoir un jeu d'influence ou avoir une influence sur le champ politique international, y compris dans sa région, dans son espace d'influence ou dans son espace qui doit être son espace d'influence. Elle n'a plus l'influence qu'elle prétendait avoir avant, il y a quelques années. C'est parce que il y a eu des changements profonds et des bouleversements de la politique internationale qui fait que l'Algérie, qui n'a pas les moyens de sa politique extérieure, parce que sa politique intérieure est celle que vous avez décrite, ne peut pas avoir de politique étrangère et de diplomatie, tout simplement. Or, maintenant, dans le sens populaire du mot diplomatie, dire de quelqu'un qu'il est diplomate, c'est dire qu'il ment, que c'est quelqu'un qui est susceptible de mentir ou de participer du mensonge. C'est cela aussi, en tout cas, Brahim Younsi, habituellement on dit de quelqu'un qui est diplomate, ça veut dire quelqu'un qui est très avisé, qui va doucement, qui ne se précipite jamais, qui va à petits pas, qui porte en lui l'art de la négociation. Or, ce n'est pas le cas du tout. Dans ces sorties, ils rompent les relations diplomatiques avec un pays, ferment les frontières, ils ferment un gazoduc, ils rappellent un ambassadeur, ils le remettent en place, ils font des déclarations intempestives pour revenir dessus après. Plus que de mentir, c'est être souple, être prévoyant, aller pas à pas. Ce n'est vraiment pas le cas. Dans le sens populaire, c'est vrai ce que vous dites quand on exerce la diplomatie. Vous savez, Talleyrand disait que à Louis XVIII, j'ai besoin de cuisinier, je n'ai pas besoin de diplomate.
c'est dire. C'est la France, Talleyrand faisait de la diplomatie, faisait de la cuisine française sa diplomatie. La diplomatie ne se résout pas simplement aux négociations. La diplomatie, c'est aussi la culture, c'est aussi le développement économique, c'est aussi le bien-être de sa population, ce sont ses intellectuels, ce sont ses savants, etc., etc. Et aussi sa cuisine. Si je reviens à Talleyrand, c'est dire que la diplomatie, c'est un tout. C'est un tout. La politique étrangère ou la politique extérieure, c'est autre chose également. Nous allons vous laisser prendre un verre d'eau, Brahim Younsi. Vous voyez comme je suis diplomate. Vous voyez comme je suis diplomate moi-même pour vous prendre la parole. Et j'ai bien compris. Voilà. Alors, Idir Ounoren, donc, d'abord, votre sentiment premier sur ce qui est en train de se passer dans cette politique étrangère, dans cette diplomatie algérienne. D'abord, une question, Idir, avant que vous ne développiez. Vous pensez que, comme vient de nous le dire Brahim Younsi, qu'on ne peut pas avoir une diplomatie digne de ce nom si on n'est soi-même pas légitime, si notre gouvernance ne repose pas sur les critères affirmés d'une bonne gouvernance? Tout à fait. Moi, je partage en grande partie à ce qu'a dit Brahim. Évidemment, notre diplomatie ne peut être entendue et écoutée que si nous avons disons, un climat interne apaisé, où il y a des règles démocratiques, où il y a toutes les libertés qui sont exercées, où on a aussi la diplomatie sans puissance économique, sans puissance militaire, et vouée à ne pas être entendue. Ça paraît évident. Concernant ce qui se passe avec le Royaume du Maroc, le Royaume d'Espagne, vous aurez remarqué que depuis quelques mois, simplement, la diplomatie algérienne est effectivement fébrile. Et elle tend à hystériser pratiquement tous les différends que l'on a avec nos voisins, que ce soit le Royaume du Maroc, que ce soit avec l'Espagne, que ce soit avec la France, lors du rappel de l'ambassadeur. Toutes ces questions-là actent quelque chose quand même. Ça acte quand même un manque de cohérence politique, un manque de vision globale, stratégique. Je me rappelle sur vos plateaux, bien avant l'Irak, on parlait du renouvellement de la doctrine politique et même de la doctrine militaire. Moi, j'étais de ceux qui disaient que notre armée doit pouvoir se projeter à l'extérieur, parce que les menaces vont venir de l'extérieur. Et vous savez tous, vous savez, M. Bessino particulièrement, toutes les crises que nous vivons à nos frontières, de nature diverse et d'intensité diverse. Qu'est-ce qu'il faut remarquer là? J'ai oublié de vous signaler que lors de la visite de M. Tebboune en Égypte, où il a été accueilli par le maréchal Sissi, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il allait se recueillir sur la tombe de Sadat, qui, faut-il le rappeler, ça a été le premier dirigeant arabe à normaliser, à faire les accords et à signer les accords de Camp David, grand bien lui fasse pour son peuple, si c'était. Mais le fait que on aurait attendu que M. Tebboune se recueille sur la tombe de Nasser, même au niveau symbolique, ça aurait eu du sens, ça aurait fait écho, d'autant que c'était dans le cadre de la préparation du sommet arabe, et que les Arabes ont besoin de figures charismatiques, pas de petits roitelets avec des petits roitelets du Golfe. Donc là, il y a vraiment un souci pour notre diplomatie et pour nos intérêts vitaux et stratégiques. Ça, c'est le premier. Mais Idir, sur ce point, c'est tellement intéressant. Je me permets de vous interrompre, Idir. D'après vous, cette visite de Tebboune à la sépulture de Sadat, est-ce qu'elle a été prévue dans un protocole de visite agréé par les deux parties, auquel cas cela signifierait que Tebboune est en train d'aller vers une perspective de normalisation, comme on dit maintenant, ou alors est-ce que ce n'est pas le cas, que ça n'a pas été préparé, qu'il a été piégé et qu'il a accepté d'y aller quand même? La preuve, c'est qu'il a écourté sa visite de 24 heures.
Et dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce que vous pensez de ces dessous, de cette arrière-cuisine pour cette visite de Tebboune? Moi, je pense que le fait qu'il se soit rendu sur la tombe de M. Sadet, ça fait partie du panier de la mariée, de la dot. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de critiques contre la tenue du sommet arabe à Alger. L'Algérie voulait que la cause palestinienne soit l'occasion de rassembler toutes les forces arabes et la question et le soutien au peuple sahraoui. Donc, fatalement, je pense que ça a dû être préparé avant et qu'ils l'ont fait de manière, on pourrait dire, souveraine. C'est-à-dire que ça a été discuté entre les deux parties. À ce niveau-là, je pense que les protocoles sont tracés à l'équerre, mais je pense qu'est-ce qu'il y a eu comme monnaie d'échange? Ça a été peut-être le fait de saluer la tombe de M. Sadat qui mérite. Oui, mais Idir, pardon de vous interrompre, c'est tellement intéressant. Pardon, Idir. Mais dans ce cas, si Tebboune a consenti à faire ce très grand sacrifice, de faire un pas vers la normalisation avec Israël en visitant le tombeau de feu Sadat, dans ce cas, pourquoi l'avoir récompensé, entre guillemets, lui avoir fait un bébé dans le dos, comme on dit couramment, en provoquant dans le même temps, dans la même journée, à la même heure, une interview de l'ambassadeur. Pourquoi lui avoir fait ça alors? L'ambassadeur d'Égypte au Maroc qui déclare dans une interview à un journal marocain la pleine marocanité du Sahara occidental. Et il affirme même: nous n'avons jamais opté pour un autre choix. Tout à fait. Et au même moment, l'Algérie, à travers son président, ou ce qui est supposé être son président, a été humiliée. Parce qu'au même moment, l'ambassadeur d'Égypte, je crois qu'il venait de prendre son poste, et dans une conférence de presse, a acté publiquement, reconnaissant la marocanité du Marocain sur le Sahara occidental. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que pourquoi nous n'avons pas rappelé notre ambassadeur en Égypte? Exactement. Très bonne question. Oui. Il y a eu probablement négociation. La question, oui, mais l'Espagne a reconnu la marocanité. Attendez, je vais aller d'abord vers Brahim Younsi, je reviens vers vous. Brahim Younsi, cette question que soulève Idir Noren. Donc l'Espagne a déclaré la pleine marocanité du Sahara. La diplomatie, enfin l'État algérien rappelle l'ambassadeur algérien à Madrid. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait quand l'Égypte a affirmé à travers son ambassadeur au Maroc la pleine marocanité du Maroc sur le Sahara, la pleine marocanité du Sahara occidental? Pourquoi deux poids et deux mesures alors que... Pourquoi, d'après vous? Je pense que parce que l'Égypte n'a pas changé de position. L'Égypte a toujours soutenu la marocanité du Sahara occidental. Elle a toujours été aux côtés du Maroc de ce point de vue-là. Quand je dis toujours, à l'exception des premières années de l'indépendance, depuis Anwar Sadat, parce que vous parliez de lui, depuis Anwar Sadat, Sadat a apporté son soutien à cette question-là, à la question du Sahara occidental, à la marocanité du Sahara occidental. Donc, il n'a pas changé de position. L'Égypte n'a pas changé de position. Or, l'Espagne a changé de position du jour au lendemain et vraisemblablement sans en avoir parlé au pouvoir d'Alger. C'est dire que, encore une fois, un pays comme l'Espagne donne un coup de couteau dans le dos, si vous voulez. C'est comme ça que les dirigeants algériens l'interprètent. Je veux revenir juste sur un mot, sur la question de la fébrilité de la politique étrangère ou de la diplomatie algérienne. Moi, je ne crois pas. Le mot de fébrilité laisse penser, ou laisserait penser qu'il y a une diplomatie, qu'il y a une politique étrangère. À partir du moment où il n'y a pas de politique intérieure, il ne peut pas y avoir de politique étrangère. Je crois qu'il y a littéralement un effacement
de la politique étrangère algérienne. Il y a un délitement de la politique étrangère algérienne parce que le pouvoir d'Alger n'a plus une politique, pas même économique, sur laquelle il peut se fonder. Et puis, il a abandonné ses intérêts pendant une très longue période et il n'a plus le jeu, je l'ai dit tout à l'heure, de l'influence. Notamment, il l'a fait en Afrique, mais cela a coûté cher au trésor public algérien parce que l'Algérie a accordé des financements à de très nombreux pays africains qui l'ont quitté, qui l'ont abandonné parce qu'ils ont trouvé d'autres pourvoyeurs de finances. Et le jeu stratégique, y compris sur notre espace, a totalement été bouleversé parce que les puissances occidentales en particulier et les puissances comme la Chine et la Russie investissent notre champ d'influence ou ce qui était notre champ d'influence. Il y a littéralement un délitement de la politique étrangère de l'Algérie. Et aujourd'hui, nous allons y revenir point par point, Brahim Younsi. Excusez-moi, j'essaie de faire circuler le micro. Et dire sur cette histoire d'Espagne qui soudainement, de façon très forte, impromptue, encore que l'Espagne vient de déclarer qu'elle a informé l'État algérien avant-hier qu'elle allait déclarer ce qu'elle a déclaré. Hein, ce que l'Algérie ne nous a rien dit sur cette façon de l'Espagne très diplomate d'avertir l'Algérie avant la déclaration. D'après vous, qu'est-ce qui a motivé cette prise de décision alors que ça devrait être l'inverse? L'Espagne qui, par les temps qui courent avec la guerre russo-ukrainienne, dépend de 40% de ses besoins énergétiques de l'Algérie et qui se permet le luxe, comme ça, de jeter ce pays comme un Kleenex, de ne tenir aucun compte de ce qu'il pourrait dire ou de ce que pourrait être sa réaction. Comment expliquez-vous cette soudaine prise de décision, Idirou Noran? Oui, cette prise de décision, elle est surprenante, mais ça acte aussi, M. Benchelouf, et ça acte aussi la préparation de notre diplomatie, de notre ministère des Affaires étrangères et de notre intelligence. Quand je parle de notre intelligence, c'est-à-dire de nos services. Et il faut souligner aussi qu'au mois de juin dernier, le Premier ministre espagnol, par l'intermédiaire de son porte-parole ou du ministre des Affaires étrangères, je ne m'en souviens plus, c'est de mémoire, a dit que notre position sur le Sahara occidental ne changerait pas. Ce qu'il faut dire aussi, M. Benchenouf, c'est que l'Espagne n'est pas marginale dans ce qui oppose les Sahraouis et les Marocains. C'était l'ancienne puissance coloniale. Et de ce fait, il y a une forte émigration de Sahraouis sur le territoire espagnol. Moi, je pense que tout l'écosystème espagnol, l'écosystème politique espagnol, va quand même un peu tanguer. Il y a des lobbies sahraouis qui sont extrêmement puissants. Vous avez le parti Podemos, la société civile, tous les corps intermédiaires espagnols qui sont véritablement, je crois que c'est le seul pays où la gauche peut, où l'Espagne peut se targuer d'avoir une gauche. Ça va véritablement tanguer. Et il faut s'attendre peut-être à un rétropédalage du gouvernement espagnol suite à ces pressions-là. Ceci dit. Et d'ailleurs, l'ONU vient de communiquer sur la question pour dire qu'elle est contre cette prise de position et qu'elle se maintient dans un règlement dans le cadre de l'ONU et non pas dans un cadre de l'autonomie. Brahim est plus à même d'en parler puisqu'il a couvert le conflit du Sahara occidental. Le Sahara occidental n'est pas considéré comme un territoire autonome selon l'ONU. C'est un territoire en attente de décolonisation. Ça, il faut le prendre en considération. Par ailleurs, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a de gros litiges et de grosses pressions qui ont été effectuées par le Royaume du Maroc sur l'Espagne, avec l'histoire de l'ouverture pour des dizaines de milliers, au moins une dizaine de milliers de migrants
8 000 immigrés clandestins sur Ceuta en mai passé. Mais l'Algérie aussi, il y a des côtes algériennes, de grands flux vers l'Espagne. C'est à peu près le même chiffre qui... peu importe les chiffres. L'Espagne pourrait craindre de l'Algérie la même invasion, si je peux dire, invasion entre guillemets, organisée par les États. Nous avons beaucoup de migrants subsahariens. Et d'ailleurs, j'appelle nos compatriotes, quand il est possible, de les accueillir et qu'ils ne soient pas victimes d'ostracisme ou d'une forme de racisme primaire. Ceci étant dit, mais il y avait des contentieux entre l'Espagne et le Royaume du Maroc sur Ceuta et Melilla, sur ces histoires de migrants. Il fallait à tout prix que la crise puisse décliner entre le royaume, donc entre les deux royaumes, le royaume marocain, le royaume du Maroc et le royaume d'Espagne. Cependant, il faut dire aussi que il y a un problème, c'est que cette reconnaissance de facto sur le projet marocain d'autonomie a été initiée, faut-il le rappeler, par l'État français aussi. Est-ce que le gouvernement espagnol a subi des pressions au-delà Mais l'État français ne s'est pas prononcé. L'État français ne s'est pas prononcé de façon claire sur cette option pour l'autonomie perspective marocaine. Oui, mais il faut rappeler, et j'interpelle un peu Brahim, je me rappelle, j'étais étudiant en 1976, au moment de la crise, il me semble que M. Giscard d'Estaing s'est exprimé, il était à l'époque président de la République française. Oui, je m'en rappelle. La création de micro-États. Il a dit au moment où de grands ensembles se construisent, ce n'est vraiment pas très intelligent que des États se disloquent. Mais ça fait partie des doctrines, et fatalement, tout est pollué là actuellement. Et puis finalement, l'Espagne, elle est en train de rompre un compromis un peu historique sur sa position par rapport au Sahara occidental. Et cette rupture-là, il faut l'envisager sur un double plan. Maintenant, quelle va être la réaction de l'Algérie au-delà de l'accès de fièvre, de rappeler l'ambassadeur qui est une sanction. Eh bien, justement, d'abord, nous allons parler dans le prochain tour du micro de ce rappel de cet ambassadeur. Nous allons essayer d'en parler, mais nous accueillons Mourad Dehina qui vient de nous rejoindre. Mourad Dehina, membre fondateur du mouvement Rachad. Merci d'être avec nous, Mourad. Merci. Alors, Mourad, nous sommes en train de parler de la déliquescence avancée de la diplomatie algérienne et de la politique étrangère algérienne, de son absence dans la région, son absence signalée dans des cas comme en Libye, au Mali, et puis cette improvisation, cette impulsivité, j'allais dire cette hystérie dans la prise en charge des problèmes diplomatiques et internationaux dans lesquels elle se trouve impliquée. Alors nous avions commencé, pour commencer à débattre ce sujet, à parler, si vous vous rappelez, de la visite de Tebboune en Égypte, de cette visite qu'on lui avait soit imposée à visiter la sépulture de feu Sadat. On ne sait pas si on lui a imposé, dans ce cas, pourquoi l'avoir accepté, puisqu'il y a un protocole de visite normalement signé par les deux parties avant le commencement, soit il était d'accord, et dans ce cas, ce serait un signe, un premier pas vers la normalisation avec Israël, puisque Sadat est considéré comme le père de la normalisation. Mais le problème est qu'au même moment, au moment où il visitait la tombe de Sadat, l'ambassadeur égyptien, qui aurait pu attendre 2 ou 3 jours que Tebboune quitte l'Égypte, au même moment, l'ambassadeur fait une déclaration pour affirmer la marocanité du Maroc sur le Sahara et la position de l'Égypte qui soutient cette option. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce point très particulier, visite de Sadat, du tombeau de Sadat et déclaration simultanée de l'ambassadeur égyptien au Maroc sur la marocanité du Sahara?
Écoutez, je pense qu'il faut dissocier deux aspects du problème. L'un concerne le statut du territoire du Sahara occidental, de la situation de politique interne et de conception des enjeux géostratégiques pour l'Algérie, pour le pouvoir actuel en place. Alors, si nous étions dans une situation normale avec un pouvoir légitime, donc fort d'une représentativité, d'une légitimité populaire en Algérie, là, oui, il y a lieu de parler des grands enjeux, parce qu'évidemment, ce qui se passe à nos frontières est matière à inquiétude. On doit se poser des questions de fond en tant qu'Algérien. Donc, pour ce qui est du Sahara occidental, il y a bien sûr l'approche que je considère, que je peux même nommer comme étant légaliste, tout au moins du point de vue du droit international, que c'est un territoire non autonome, donc qui a un processus normalement de décolonisation qui doit avoir lieu, mais nous sommes dans une situation où ce conflit a dégénéré en un conflit entre deux régimes qui, ma foi, se valent sur beaucoup de domaines, surtout en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les droits de l'homme, la conception de l'État démocratique, etc. Alors, moi, j'ai une question je soulève un problème de fond avec le pouvoir, malheureusement illégitime, qui, surtout chez nous en Algérie, parce que je parle de l'Algérie, c'est mon pays, c'est que on ne peut pas attendre plus que ça de la part de ce pouvoir. Alors, il y a la gesticulation. Et vous savez que Tebboune, quand il parle de l'Algérie, il en parle bien sûr en caressant ceux qui l'ont intronisé, donc les militaires dans le sens du poil, quand il dit que l'Algérie Quwa Dariba, donc c'est une puissance avec laquelle il faut compter, mais force est de constater qu'elle agit un petit peu suivant l'air du temps et suivant ce qu'elle pense pouvoir exhiber comme muscle qui n'est en fait que de la gesticulation qui ne veut rien dire. Parce que si Tebboune rappelle l'ambassadeur algérien suite à la position du gouvernement espagnol, qu'aurait-il dû faire quand Trump est allé beaucoup plus loin? Est-ce qu'il a rappelé l'ambassadeur algérien aux États-Unis? Non. C'était le silence total, à part quelques gesticulations de Salah Goujil et du Conseil de la Nation et consorts, mais ils n'ont rien fait de tangible ni de concret. Bien sûr, je pense que la majorité de l'Europe occidentale, le bloc, si vous voulez, de l'Union européenne, est plus ou moins, à quelques des exceptions près, alignée sur la position marocaine. Donc, ils soutiennent la position marocaine pour des intérêts stratégiques, économiques, etc. Mais la secrétaire d'État, Mourad, la secrétaire d'État américaine, lors de son dernier déplacement au Maroc, elle a déclaré strictement la même chose que l'Espagne sur la marocanité du Sahara. Mais il n'y a pas eu de rappel non plus États-Unis, de l'ambassadeur. C'est un système présidentiel. Ce qu'a déclaré et décidé Trump court toujours jusqu'à ce que Biden déclare clairement non, nous ne reconnaissons pas ceci et cela. Donc tout le reste c'est de la politique un petit peu mais la position américaine elle est claire. Donc c'était le deal, le Maroc reconnaît Israël et puis en contrepartie les États-Unis leur accordent ce privilège-là. Donc, mais ce qui est marquant et ce que vous soulevez aussi quand vous parlez de la position de Tebboune, sa visite en Égypte et la gifle qu'il reçoit presque en direct en même moment, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation, il faut pas oublier aussi la situation actuelle, c'est qu'il y a une grave crise énergétique pour l'Europe. Donc, l'Espagne, c'est ça le message le plus important pour nous en tant qu'Algériens. L'Espagne, entre guillemets, s'en fout de la position algérienne. Bien que, en théorie, pour un enjeu stratégique, l'Algérie est censée avoir un moyen de pression clair et net, qui est la fourniture de gaz de l'Espagne. 40% de l'énergie consommée en Espagne. 40%. L'Algérie assure 40% de livraison énergétique, le gaz notamment, en Espagne. Donc et malgré ça, ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils n'ont tenu aucun compte. C'est-à-dire que pour eux, le poids du Maroc
est aux yeux de l'Espagne plus important que celui de l'Algérie, et donc que pour elle, l'Algérie ne pourra rien faire. À part rappeler... À votre avis, qu'est-ce qui a motivé une telle prise de position de l'Espagne, alors que normalement, elle aurait dû opter pour une position inverse, être du côté de l'Algérie, puis c'est elle qui l'a fourni en gaz à un gros pourcentage de consommation. Les États, et surtout les gouvernements, a fortiori, n'ont pas de principe, ils ont des intérêts. La situation conjoncturelle actuelle montre que les Espagnols considèrent que les leviers de pression dont dispose le Maroc sur leur politique est plus important que le levier que pourrait actionner l'Algérie. C'est tout simple. Donc ils ont fait. Est-ce que ce n'est pas un alignement pur et simple sur les États-Unis ? Peut-être, mais ça fait partie du levier que vont actionner les Marocains. Je dis bien que les leviers de pression que peuvent activer et les uns et les autres, c'est-à-dire Marocains et Algériens, sont aux yeux des Espagnols plus importants à prendre en considération, beaucoup plus du côté marocain que du côté algérien, qui ne sont malheureusement que dans la gesticulation, que dans des positions. Donc, si vous voulez, ils ne sont en définitive forts, entre guillemets, qu'avec leur propre peuple. Voilà. Alors, restez avec nous, Mourad Dena. Je reviens à vous dans un instant. Brahim Younsi, qu'est-ce qui fait courir ce régime vers l'impasse et nous allons après parler de du moins de ces dernières dérives de ces dernières années. Pourquoi a-t-on rappelé l'ambassadeur d'Algérie en Espagne? Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ça? Est-ce qu'ils sont dans l'improvisation, dans la fébrilité, dans l'hystérie, ou est-ce que c'est réellement calculé, qu'ils savent où ils vont, et si oui, pourquoi selon vous? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, à savoir que, et avec vous aussi, parce que les États-Unis et la France en particulier, c'est depuis des décennies qu'ils soutiennent la position marocaine. Ce n'est pas d'hier. Les États-Unis n'ont pas changé de position, même s'ils se sont rendus aux multiples résolutions des Nations Unies, y compris du Conseil de sécurité. Mais les États-Unis, la politique des États-Unis sur la question du Sahara occidental était, permettez-moi l'expression, marocaine. La France a toujours soutenu la position marocaine, et ça, je crois que c'est mon ami Idir qui a cité Giscard d'Estaing. Le soutien de la France a été beaucoup plus important sous François Mitterrand. Oui, mais Brahim Younsi, la déclaration de Giscard d'Estaing était une déclaration de pure forme. Or, la position de l'État français, elle est toujours, à ma connaissance, restée attachée à celle d'un règlement dans un cadre onusien. Non, la France a un double langage de ce point de vue-là. Les États-Unis ont franchi le pas, ils ont marché sur les résolutions des Nations Unies. La France ne veut pas marcher sur les résolutions des Nations Unies. Mais la France a pris, et François Hollande a été clair, il l'a répété 1000 fois, que la France était pour la solution d'autonomie que propose le Maroc, mais que le dossier est entre les mains des Nations Unies. Mais il y a une influence importante des pays comme les États-Unis aujourd'hui et la France sur les Nations Unies pour régler cette question en faveur de l'autonomie marocaine. Vous savez, l'Espagne, ce n'est pas la première fois qu'elle tergiverse. Elle a toujours tergiversé sur la question du Sahara occidental. Et sa position était devenue claire, qu'elle opinait pour la solution marocaine, pour l'occupation du territoire par le Maroc en 1975 avec la Marche verte. Avant que Franco ne tombe malade, l'armée espagnole avait menacé de tirer sur la population qui franchirait la frontière entre le Sahara occidental et le Maroc. Or, Franco était tombé malade, la position de l'Espagne avait changé à ce moment-là, même si
pour plaire à l'Algérie, parce que l'Algérie, il faut le dire, à ce moment-là avait une politique de ce point de vue-là qui était beaucoup plus cohérente, et il y avait des problèmes entre l'Espagne et le Maroc, des problèmes sérieux, que pour opiner, pas pour la position de l'Algérie. Parce que Très bien, mais Brahim Younsi, ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train de parler de la question en elle-même, mais de cette dérive diplomatique algérienne. Alors, d'après vous, pourquoi le régime algérien a-t-il rappelé l'ambassadeur, dans quel but, pourquoi faire, guidé par quoi, aller vers quoi d'autre? Je viens de vous le dire, tout simplement parce que l'Espagne vient de faire un virage à 180 degrés. L'Espagne a changé. Oui, mais l'Algérie a toujours dit qu'elle n'est pas partie prenante. Elle n'a pas rappelé l'ambassadeur algérien aux États-Unis quand récemment la secrétaire d'État a fait une déclaration. Elle n'a pas rappelé l'ambassadeur algérien en Égypte quand l'Égypte a fait dire à son ambassadeur la même. Mais l'Espagne, même si elle a toujours su rester neutre ou au milieu, mais le fait qu'elle l'ait déclaré, est-ce que l'Algérie, en rappelant cet ambassadeur, est-ce qu'elle peut dire je ne suis pas concernée, je ne suis pas partie prenante, et rappeler son ambassadeur en même temps pour une affaire censée ne pas la concerner directement? Je n'ai pas compris votre question. Alors, l'Algérie qui soutient tout le temps et à chaque fois qu'elle n'est pas partie prenante, qu'elle est dans un cadre de règlement onusien, qu'elle soutient le peuple sahraoui pour son autodétermination, mais de façon, c'est une position politique. Or là, elle montre bien qu'elle est partie prenante, puisqu'elle a rappelé son ambassadeur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Depuis 1974-75, l'Algérie a eu la même position. Elle avait une position différente avant que le Maroc ne prenne le Sahara occidental. L'Algérie a toujours dit, ou le gouvernement ou le pouvoir d'Alger a toujours dit qu'il n'était pas concerné par la question, mais qu'il était intéressé par la question. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie avaient fait des pressions sur l'Espagne pour évacuer le territoire. Et il était question un moment de décoloniser ce territoire. L'essentiel était de le décoloniser. Je vais vous rappeler une déclaration de Houari Boumediene à l'époque, quand l'Espagne était puissance administrante, puissance coloniale du Sahara occidental. Le Boumediene disait peu importe que le Sahara devienne marocain ou mauritanien, l'essentiel c'est qu'il soit décolonisé. La question a changé, on pourra en parler si vous voulez une autre fois, mais la question a changé. La question est que le Maroc et la Mauritanie avaient signé un accord secret de partage. Oui, mais là, c'est un autre sujet, Brahim Younsi. Nous sommes en train de dériver vers autre chose. Nous parlons de l'Algérie et de sa position dans le... Mais la question du Sahara en elle-même, ses tenants, ses aboutissants, ne sont pas dans notre discussion d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas un parti pris là-dedans. C'est les faits historiques. Il y a des faits historiques. Il y a des résolutions des Nations Unies. C'est des faits historiques. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas nous sommes dans le sujet. C'est pour vous dire la position du pouvoir d'Alger par rapport à ce territoire. Mais nous sommes en train de parler, Brahim Younsi, du rappel de l'ambassadeur. Qu'est-ce que, d'après vous, selon vous, qu'est-ce qui a motivé une attitude aussi extrême? Dans quel but? Qu'est-ce qui l'a motivé et dans quel but? Et pour obtenir quoi? Je vous le dis, la motivation est que l'Espagne vient du jour au lendemain de changer de position. D'accord. L'Espagne ne soutenait pas le projet d'autonomie ou l'indépendance du Sahara occidental il y a 48 heures. Aujourd'hui, elle soutient l'autonomie proposée. Et d'après vous, pourquoi? Quels en sont les ressorts cachés? Pourquoi se faire un ennemi de l'Algérie qui lui livre 40% de ses besoins en gaz alors que... Ça vous l'avez dit, je crois que sur l'Espagne, il y a une pression
importante de l'immigration. Tout à l'heure, vous avez dit... Vous pensez que c'est la seule explication? L'Algérie aussi peut exercer une pression... Ce n'est certainement pas la seule, mais c'est la plus importante. Parce que l'immigration marocaine dans les présides à Ceuta et Melilla est très forte, et elle demeure sur le territoire. Elle demeure sur le territoire. C'est plus accessible que de traverser la Méditerranée, je vous le concède. Ouais. Comment? C'est plus facile d'émigrer à Ceuta que de traverser la Méditerranée. Non, mais c'est clair. Oui. Mais il y a aujourd'hui une pression migratoire beaucoup plus forte qu'auparavant de la part du Maroc ou des Marocains qui vont dans les présides à Ceuta et Melilla. Ça a, à mon avis, donné un prétexte, je dis bien un prétexte, à l'Espagne de changer de position. Et restez avec nous, Brahim Younsi. Sur cette histoire espagnole, pourquoi, donc, d'après vous, le régime algérien a-t-il rappelé cet ambassadeur? Est-ce que c'est en droite ligne avec cette autre histoire de rappel, le rappel de l'ambassadeur algérien en France? Est-ce que c'est dans la même ligne que dans la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc? Est-ce que c'est dans la même logique que la fermeture du gazoduc? Ou est-ce que ce sont des dérives, j'allais dire, hystériques, qui ne reposent sur aucune logique? C'est juste au jour le jour et faire comme on peut, comme on veut. À tel point que beaucoup de gens se posent des questions sur la santé mentale du premier responsable. Vous savez, le rappel des ambassadeurs répond à une codification, ça rentre dans le cadre d'une procédure qui est couramment utilisée par les États. Et le rappel de l'ambassadeur avec effet immédiat, je ne sais pas ce que ça veut dire, effet immédiat, mais en fait... le rappel de l'ambassadeur, c'est pour exprimer un désaccord concernant une politique ou une déclaration. Ça s'est fait avec la France et ça s'est fait aussi avec l'Espagne. Maintenant, il faut aussi resituer l'Algérie dans... Brahim a fait un éventail sur l'image de l'Algérie, de sa diplomatie et de sa... On remonte durant le mouvement national un petit peu, quoique, et surtout depuis le déclenchement de la lutte armée. Se rappeler Bandung, se rappeler les non-alignés de 73, où il y avait une doctrine. C'est vrai que nous avons aidé tous les pays qui menaient une guerre de libération nationale en Afrique et même en Amérique latine. Donc on a une doctrine, et c'est là où je suis en désaccord avec M. Zina, parce que il ne faut pas rattacher uniquement ce qui nous arrive, et nous l'avons dit, moi personnellement je l'ai dit, mais M. Zina n'était pas avec nous. Il est évident que la situation sur le plan interne de l'Algérie ne peut pas rendre moins audible et moins forte la voix de l'Algérie, que ce soit à l'échelle régionale, loco-régionale, africaine et même mondiale. Donc, partie de là, vous savez, cette crise avec le Royaume d'Espagne met en exergue quelque chose de fondamental, et vous l'avez souligné tout à l'heure, M. Benchemouf, que l'Algérie fournit à peu près 40% de la consommation de gaz de l'Espagne. Et ça met en péril, là, l'équilibre des intérêts, à la fois espagnols et les nôtres, à contrario. Si nous n'arrivons pas, on dit souvent que les Italiens, les Espagnols disent souvent que l'Algérie, dans le cadre de ses contrats à long terme de gaz et de pétrole, est un partenaire fiable. Cette crise, jusqu'où peut-elle aller? C'est la question. Quels vont être les moyens de notre diplomatie, de notre pays, à mettre en place au service? L'Algérie pourrait-elle se permettre le luxe d'interrompre les relations de gaz à l'Espagne, par exemple? Non, c'est pas ce que je dis, mais trouver la... Non, mais est-ce que vous pensez que c'est envisageable, cette possibilité? Vous savez,
à mon sens, à mon modeste niveau, je pense que cette crise va s'inscrire dans un temps plus ou moins long. Sauf si, encore une fois, les sociétés civiles, les partis politiques espagnols et surtout les partis politiques de gauche vont convoquer dans la rue, probablement avec... parce qu'il faut dire aussi que le Sahraoui en Espagne est un lobby très puissant. Et peut-être qu'on va arriver à une espèce d'inflexion de la position espagnole concernant le statut justement des territoires du Sahara occidental, qui, je le répète encore une fois, ce n'est pas un État, ce n'est pas un territoire autonome, c'est un territoire en attente de décolonisation. Parallèlement à ça, M. Benchenouf, il y a une donne qui semble échapper un petit peu et qui me surgit, c'est que quelle va être l'attitude, au-delà du communiqué qui est passé sur la PS du Front Polisario. Il faut savoir aussi que le Front Polisario a rompu le cessez-le-feu, et donc il y a de l'activité militaire, il y a des attaques, et dans ce cadre-là, il faut... nos intérêts aussi, c'est peut-être d'encourager une plus grande présence, une plus grande activité du Front Polisario, qui pourrait aussi contenir le seuil et l'intensité des actions. Mais tout ça, ça relève de l'infrapolitique, on ne peut pas discuter ici. Et pour terminer, je dirais une chose, c'est que au moment où l'Algérie vit des moments très difficiles sur le plan interne, où le problème de légitimité populaire se pose, où les institutions ne fonctionnent pas, où l'ensemble du peuple rentre dans une précarité qui fait mal et qui est difficilement supportable. On a un pays qui navigue à vue, qui n'a pas de cap et qui n'a pas de vision. C'est un pays qui est complètement à reconstruire. Il est complètement à reconstruire. Et même dans nos intérêts bien compris, imaginez-vous au moment où M. Bouteflika est arrivé au pouvoir. Nous sortions d'une crise, d'une décennie noire, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous avions à un moment donné assez de liquidités, assez d'aisance financière pour assainir complètement nos environnements immédiats. Nous ne l'avons pas fait. Pour une seule raison, c'est que M. Bouteflika n'avait pas digéré son exclusion par l'armée. Il est venu humilier l'armée, il est venu humilier les institutions, il est venu humilier le personnel politique naissant et l'ancien personnel politique. C'est pour ça que ce pays est à reconstruire de fond en comble. Et ça passe partout, vous l'avez dit dans votre édito, ça passe par une politique de santé, une politique d'industrialisation, un modèle économique. Ça passe aussi par une révolution au niveau de l'éducation nationale et des universités. Ça passe par des chantiers immenses qui s'imposent à nous. Et c'est pour ça que l'appel à la raison que ceux qui sont dans l'action politique devraient faire à l'armée, c'est de revenir à la raison, au commandement militaire, pas l'institution militaire, hein, de revenir à la raison et de préparer l'Algérie. Et à ce moment-là, tout le peuple algérien fera corps avec son pays parce qu'il y aura des institutions légitimes. Il y aura de la liberté de la presse sera consacrée, l'indépendance de la justice aussi, et on entrera véritablement dans un état de droit, et ça prendra beaucoup de temps. Très bien. Mourad Dehina, sur cette rupture des relations diplomatiques avec l'Espagne, non, pas de rupture diplomatique, ce rappel de l'ambassadeur, vous pensez que ça va se passer de la même manière que pour le rappel de l'ambassadeur algérien en France, puis son retour en catimini à l'ambassade sans autre forme de procès? On ne vous entend pas, Mourad Dehina. Pardon, il y a un souci. La régie, s'il vous plaît. On n'entend pas Mourad Dehina. Ok. Donc, nous allons demander à Mourad Dehina de nous dire ce qu'il pense de ce rappel de l'ambassadeur algérien en Espagne. Est-ce que ce sera pareil pour la France, le rappeler comme ça, avec beaucoup de gestes, beaucoup d'effets de manche, pour enfin demander à l'ambassadeur
de revenir doucement, soi-disant au début, parce que c'était aussi l'ambassadeur d'Algérie à Monaco et qui n'était à Paris que dans ce cadre-là. Puis, normalisation, catimini, sont plus de concessions. Est-ce que Mourad Dehena est avec nous? Alors, nous allons écouter d'abord la télévision algérienne qui commente cette histoire, en attendant que ce soit réglé. Nous allons écouter. أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن السلطات الجزائرية التي اندهشت من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات الإسبانية بخصوص ملف الصحراء الغربية وتفاجأت بهذا التحول المفاجئ لموقف القوة المديرة السابقة للصحراء الغربية قد قررت استدعاء سفيرها بمدريد فورا للتشاور. Mourad Dehena, je crois que le problème a été réglé, il me semble. Hein? Mourad Dehena? Donc, je vais revenir vers Brahim. Mourad Dehena, vous êtes... allô? On ne vous entend pas. Il y a un souci, le souci n'a pas été réglé, il me semble. Nous allons revenir vers Brahim Younsi le temps que ça soit réglé. Nous interromprons aussitôt que Mourad Dehena sera prêt. Brahim Younsi, ces histoires, elles dénotent de quoi, en fait? Très impulsives, très fébriles, très hystériques, avec des discours de Tebboune qui vont venir dire que l'Algérie ne se laissera jamais faire, et ceci, c'est des attitudes de matamor pour ensuite nous faire accoucher la montagne d'une souris, la baleine d'une sardine. À votre avis, c'est quoi? Ça dénote de quoi, cette attitude? De la faiblesse, tout simplement. Hélas, l'Algérie est faible, elle est très faible, elle est isolée, elle n'a plus les moyens de sa politique. Le moment où les choses deviendraient sérieuses, elle compte sur le soutien de la Russie et de la Chine, mais au moment où les choses deviendraient sérieuses, la Chine et la Russie ne répondraient pas à l'appel. Cela, j'en suis certain. Mais sur la politique de l'Espagne, sur la décision de l'Espagne de soutenir le projet d'autonomie que propose le Maroc, la question, à mon avis, qui doit être posée, c'est de savoir ce que l'Espagne va faire avec les représentants du Polisario qui sont à Madrid, parce qu'il y a une représentation officielle à Madrid du Polisario. Et l'Espagne va-t-il changer de tout au tout sa politique à l'égard du Polisario et du Sahara occidental, en dépit des raisons pour lesquelles elle a décidé cette... Mais Brahim Younsi, l'Espagne, en fait, l'Espagne n'a pas pris de position affirmée, elle a déclaré seulement, je cite, le plan marocain d'autonomie du Sahara est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. Les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable. C'est une déclaration de principe, c'est tout. Donc elle peut très bien s'accommoder de la présence des Sahraouis sur le territoire espagnol, considérant qu'elle n'est pas partie prenante, qu'elle n'a fait que faire une déclaration de principe. Non, elle a pris une position assez tranchée par rapport à sa position. Oui, précédente. Tranchée, mais qui reste une position de principe. Très tranchée là-dessus. Elle a pris position pour le projet d'autonomie marocain. Bien entendu, les choses, elle laisse penser qu'il faudrait une discussion, un dialogue avec le Polisario entre les deux parties. Cela n'est pas, l'Espagne le sait très bien, que les choses ne se passeraient pas de cette façon-là. L'Espagne a des intérêts, défend des intérêts, et ces intérêts sont évidents en dépit
des intérêts qu'elle peut avoir avec l'Algérie, notamment les fournitures de gaz, même si c'est à une hauteur assez importante. Elle a pris la décision d'aller dans le sens. C'est ce que disait. Mais elle aurait pu rester dans le statu quo. Elle aurait pu rester dans le statu quo, surtout à un moment pareil avec la crise russo-ukrainienne. Qu'est-ce qui a motivé un tel engagement, un engagement extrême à la limite? Ça veut dire qu'il y a d'autres raisons. Voilà. Raisons que je ne connais pas. Il y a d'autres raisons qui ont motivé ce changement. Un peu, c'est comme si on avait forcé la main. Alors, restez avec nous, Brahim Younsi. Juste là. Oui. La position actuelle de l'Espagne est elle est identique à la position de la France, par exemple. La France dit exactement la même chose. Elle ne dit pas que le plan marocain d'autonomie lui paraît le plus crédible, le plus sérieux, le plus faisable. Ah bon? Ah oui. Plus que crédible, elle dit je soutiens le plan d'autonomie. D'accord, très bien. Alors restez avec nous, Brahim Younsi. Mourad Dina, nous allons vous garder un peu plus longtemps puisque vous n'avez pas suffisamment de temps de parole. D'après vous, qu'est-ce qui a motivé réellement ce rappel? Est-ce que c'est dans le même pli que pour le rappel de l'ambassadeur algérien en France, que pour lorsque de l'interdiction de l'espace aérien aux aéronefs français, et de ces velléités d'indépendance affirmées avec une certaine tonitruance, j'allais dire. À votre avis, ça veut dire quoi? Ça va aller vers quoi? Et pourquoi ces attitudes? Écoutez, je pense que là, franchement, notre débat et les considérations les plus importantes auxquelles on doit, sur lesquelles on doit être attentif, c'est que d'abord, nous ne sommes pas là pour disserter sur des questions d'ordre, de droit international et tout, bien que ça aurait été très intéressant, ni de ligne historique, etc. Il y a, pour nous en tant qu'Algériens, une chose indiscutable, c'est que le pouvoir actuel ne peut pas gérer ou assurer des intérêts stratégiques importants pour notre pays. Et quelles que soient les décisions, quelle que soit la prise de position sur tel et tel sujet, sur telle et telle situation, un pouvoir fort, c'est un pouvoir qui, bien sûr, tire sa légitimité d'une légitimité populaire, qui n'est pas un pouvoir vassal, et je pèse mes mots, parce que ce que vous avez cité sur la question avec la France est emblématique. Elle dénote d'une situation absolument inconcevable pour un pays qui se dit vraiment souverain. Parce que n'oubliez pas que la fameuse histoire du rappel de l'ambassadeur, etc. Il y avait bien sûr ces mots d'Emmanuel Macron, soi-disant sur l'histoire algérienne et la nation algérienne, que bien sûr aucun Algérien ne peut accepter. Mais il y avait aussi, surtout pour le pouvoir, ce qu'il avait dit sur Tebboune et ceux qui l'ont intronisé roi. Système politico-militaire. Système politico-militaire. Et ça a touché le fond du problème. C'est que les États, et je dirais encore, n'ont pas de principe, ils ont des intérêts. Et un État, donc, qui voit, et je parle d'un État sur des États qui se respectent, qui ont des gouvernements, qui ont des politiques, qui ont une vision de leurs intérêts sur lesquels ils ne vont pas lâcher une semelle ou bien un millimètre, ils savent très bien comment se comporter avec des régimes qui sont dans la vassalité. Et quand est-ce qu'un régime devient dans la vassalité? C'est quand il n'est pas légitime. Alors aujourd'hui, nous voyons clairement, et je l'ai dit tout à l'heure, que l'Espagne pèse ses intérêts. Ils vont voir qu'est-ce qu'on a à gagner ou à perdre avec telle ou telle position vis-à-vis du Maroc, et qu'est-ce qu'on a à gagner ou perdre avec l'Algérie. Et puis ils s'en foutent des autres considérations. Eux, la légitimité, ce que va durer ce régime ou pas, ça c'est des questions, il faut être sur un plan pragmatique de gouvernance, sont des questions secondaires. Alors, la situation actuelle montre quoi? C'est que, au contraire de ce qu'on aurait pu penser,
dans la situation actuelle, dans la situation de la guerre en Ukraine, du problème énergétique, d'approvisionnement en Europe, que l'Espagne aurait dû se dire que bon, le problème pour moi, c'est de garantir ma quantité de gaz que je reçois d'Algérie, qu'il n'y a pas de distribution de problème à ce sujet, et que les autres choses, parce qu'il y a aussi une question de timing. Qu'est-ce qui a fait pression à ce moment-là, aujourd'hui, sur l'Espagne pour qu'elle prenne une telle position? Est-ce qu'il y a vraiment... Il y en a qui invoquent la question des migrants. Est-ce qu'il y avait une déferlante qui se préparait? En tout cas, je n'en ai pas eu vent. Donc, je pense que les chiffres, du moins que l'on entend, de Harraga, de ceux qui viennent côté marocain ou algérien, sont comparables. Donc, ce n'est pas 10 fois plus d'un côté ou de l'autre. Donc, apparemment, ce n'est pas seulement ceci. Nous savons aussi qu'en plus, il y a des problèmes de fond entre l'Espagne et le Maroc, que ce soit Ceuta et Melilla, que ce soit les zones d'eau territoriale vis-à-vis des Canaries, etc., des zones de pêche. Ils ont des différends de fond. Attention, ce sont des enjeux économiques importants. Mais malgré cela, alors qu'on aurait dû dire que sur les enjeux économiques, etc., l'Espagne aurait dû dire que, bon, alors je fais attention un petit peu vis-à-vis de l'Algérie, je ne veux surtout pas, dans le contexte actuel, risquer de perdre la livraison de mon gaz. Donc, si l'Espagne l'a fait, et c'est ça le point important auquel je veux arriver, c'est qu'il considère que l'Algérie n'a pas les leviers pour agir contre l'Espagne, et donc cette histoire de couper le gaz algérien, vous avez posé la question tout à l'heure, Jamel, elle n'aura pas lieu. Les Espagnols ne sont pas des imbéciles, ils ne vont pas faire quelque chose pour risquer aujourd'hui de mettre en péril 40% de leur livraison de gaz. C'est insensé. C'est des gens qui réfléchissent. Donc, encore une fois, ça montre quoi? C'est que l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique, quelle que soit cette politique. Je ne suis pas là pour dire soutenir ou ne pas soutenir le Polisario, c'est un autre sujet. Mais quel que soit le choix que l'on a fait, c'est qu'en tant qu'État, que nous n'avons pas les moyens d'imposer, au sens noble, au sens souverain du terme, nos vues, nos choix politiques dans un environnement géostratégique assez clair. Et restez avec nous, Mourad, pardon de vous interrompre. Le dernier tour de micro, nous arrivons à la fin de l'émission. Vous allez avoir, mes chers amis, 2 minutes chacun pour parler d'une affaire gravissime qui vient de survenir, encore une. Qadi Ihsan, Al-Qadi Ihsan, journaliste libre, nous pouvons l'affirmer ainsi, connu pour ne pas se laisser camisoler, a été inquiété par la justice algérienne pour appartenance à une organisation terroriste dans le cadre du fameux article 87 du Code pénal. Nous allons d'abord écouter ceci et puis nous laisserons nos invités s'exprimer sur la question. أنا خادم عند قضية تحقيق تريبيونال تاع الأربعينات ثلاثا استقبلني وجه لي تهمة الطلبات الافتتاحية تاع لو باركي تاع وكيل الجمهورية. إذا أنا متهم بأنني أنتمي إلى حركة إرهابية من جراء علاقتي المهنية مع طاهر خواس. سمعني قاضي التحقيق، سمعني في الطلب الافتتاحي، سمعني الجواب تاعي، خلاني حر. دونك جو كومباراتور ليبر، لكن ما نحاش التهمه هذه. التحقيق يتواصل الاثنين الجاي sur le fond et je vais devoir expliquer que je n'appartiens pas à une organisation terroriste. هذه هي الجزائر الجديدة اللي وصلنا لها في 2022. شكرا. Al-Qadi Ihsan poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste dans le cadre de l'article 87 du Code pénal. En 2 minutes, s'il vous plaît. D'abord, je tiens à témoigner de toute ma solidarité avec M. Qadi Ihsan pour ce qui lui arrive. D'autant qu'il a cité un militant, M. Tahar Fouass, que je connais bien, et qui est loin d'être un terroriste. Moi, à titre personnel, il y a plus d'une 30aine de détenus
pour les mêmes faits qui sont incarcérés. Je crois que cette justice, elle est non seulement inique, mais elle rentre dans une espèce d'indignité. Nous avons alerté souvent sur vos plateaux sur le 87 bis et son décret d'application. Aucune voix politique n'appelle à son abrogation. Ça, c'est le premier élément. Des bâtonniers censés défendre ne prennent pas position. Les syndicats de magistrats non plus. Donc, par le 87 bis, nous sommes passés par plusieurs étapes de notre pays, d'un État non-droit pratiquement à un État autoritaire, et là nous rentrons en dictature. Et je dis bien en dictature, il faut à tout prix qu'il y ait une mobilisation et que l'ensemble des forces du pays, celles qui sont autonomes, puissent appeler, et là, nous qui sommes à l'étranger pouvons faire quelque chose en alertant les organisations internationales, parce que le 87 bis et son décret d'application tétanise et acte, comme je le dis souvent, l'extinction de toute la vie publique et associative du pays. Merci, Idirouno. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît, sur cette question d'appartenance à une organisation terroriste pour laquelle est poursuivi Al-Qadi Ihsan. Ce n'était pas aussi important et aussi dangereux, si j'ose dire. Je dirais que c'est de la tarte à la crème, ce type d'accusation. C'est de l'intimidation, parce que Qadi Ihsan est connu pour son dynamisme, son implication dans la société, dans l'espace politique, pour lui coller cette accusation. Et plus le pays, et on le constate, cette accusation de Qadi Ihsan a un lien avec ce que nous disions tout à l'heure sur la question de la politique étrangère. Plus le pays, plus le régime est isolé, plus il amplifie sa répression à l'intérieur et sa violence contre tous ceux qui le contestent. Il fait preuve, à l'évidence, à l'extérieur comme à l'intérieur, d'une grande faiblesse. C'est un pouvoir qui est isolé, qui s'isole de plus en plus, et à ce rythme-là, il ne tardera pas à tomber. Cela est clair, parce que la route qu'il prend est une route de défaite. Ce n'est pas une route ou de construction d'un État démocratique et d'une société soudée. Restez avec nous, Brahim, jusqu'à la fin de l'émission. Mourad Dena, vous avez le mot de la fin, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, je pense que Qadi Ihsan l'a dit lui-même. Il dit « Marhaban bikum fil Jazair al-Jadida ». Donc, exactement, c'est un petit peu ironique, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir, non seulement en sa qualité de journaliste, bien sûr, où il fait un excellent travail, il reste l'un des rares journalistes à oser donc aborder des sujets importants d'une manière objective. Il a aussi été, tout au long du Hirak, une personnalité de premier plan qui a fait beaucoup pour faire avancer les idées du Hirak, pour faire des pas décisifs pour justement construire un Hirak cohérent, réaliste, qui veut vraiment aller vers la construction de l'état de droit. L'accusation de terrorisme, bon, ma foi, ça devient une risée, malheureusement pas pour ceux qui vous-même, Mourad Dena, et votre organisation, vous-même et Rachid, avez été classés comme organisation terroriste. Il a été accusé d'être membre d'une organisation terroriste. Je pense savoir qu'il ne s'agit pas de Rachid, mais plutôt du MAC. Alors, pour ce qui est du 87 bis, comme l'a soulevé mon collègue tout à l'heure, non, le 87 bis devient, dans ce cas, sur un plan du droit international, sur un plan de tout ce qui est sérieux au niveau du droit, tout simplement, une risée. L'Algérie est fustigée sur ce plan, et je vous rappelle qu'il y a eu une déclaration très forte et assez peu inhabituelle d'une
d'un grand nombre d'experts onusiens des droits de l'homme, de rapporteurs spéciaux, qui ont vraiment mis à nu cette dérive donc d'une dictature, comme l'ont si bien dit mes prédécesseurs. Donc moi, sur le plan, si vous voulez, de la légalité, il ne fait aucun doute aujourd'hui que toutes ces accusations de terroristes, de classement d'organisations terroristes, n'a aucun fondement ni légitimité. C'est l'œuvre du fait accompli d'une dictature et qui ne peut être que vouée à l'échec. Bien sûr, il faut être solidaire, soutenir tous les détenus, que ce soit Qadi Hsen ni tous les autres. Il y en a 300, il y en a beaucoup qui sont poursuivis pour ces mêmes chefs d'accusation. Donc, c'est une étape avec laquelle il faut vivre. Bien sûr, il faut être vigilant, agir sur tous les plans, médiatiques, légal et politique aussi, pour dire halte à cette dérive. Ce n'est pas l'Algérie nouvelle que les Algériens veulent, c'est une Algérie de décadence, c'est une Algérie de dinosaures, à la lumière de leur fameux Conseil de la Nation que nous voyons rajeuni de jour par jour, entre guillemets. C'est l'Algérie qui fait honte à nos chouhadas, et surtout en cette commémoration du 19 mars 1962. Mourad Dehina, merci beaucoup. Brahim Younsi, merci beaucoup. Et Diroun Nouren, merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, bislama.